18h sur nos ondes, bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, la flambée des cas de contamination liés au coronavirus, 11 décès recensés en 24 heures et 196 nouvelles contaminations. D'ailleurs, le Comité national de gestion des épidémies s'est réuni ce matin. De nouvelles mesures attendaient pour freiner la chaîne de propagation. Le chef de l'État devrait-il prolonger ou pas l'état d'urgence? L'Assemblée nationale lui donne le plein pouvoir. Selon la loi numéro 01-2021, Martel Aymé-Rounning, les Sénégalais se prononcent également sur cette prolongation de l'état d'urgence ou pas. En tout cas, pour lutter contre l'initiative COVAX, largement soutenue par la Team Europe, un appui financier de plus de 556 milliards 750 millions de francs CFA déjà octroyé pour lutter contre la pandémie. Et puis 634 kilos de chanvre indien et de faux médicaments ont été saisis dans les zones de Koungheul et de Mbour. Aïssatou Gueye-Ba. Merci de nous choisir pour vous informer. Une édition d'information que nous démarrons avec la situation épidémiologique au sein du pays. Encore 11 décès liés au Covid-19 en 24 heures et 196 nouvelles contaminations recensées par les autorités sanitaires. 110 cas sont issus de la transmission communautaire, dont 23 dans la région de Thiès. Voici les précisions du directeur de la prévention, Dr Eladj Mamadou Ndiaye. Sur 1888 tests réalisés, 196 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,38%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 86 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 110 cas issus de la transmission communautaires ont été notés et répartis comme suit. 13 dans la commune de Thiès, 10 à Mbour, 7 à Kaolack et à Touba, 4 à Dakar Plateau, Mbao, Mermoz et Yoff, 3 à Derklé, HLM, Ouakam, Point E, Sangalkam et Tivaouane, 2 aux Almadies, à Diamniadio, Diourbel, Guinguinéo, Keur Massar, Mariste, Mékhé, Derklé, Parcelles Assainies et Rufisque. 1 à Amitié 1, Cambérène, Colobane, Fann Résidence, Guédiawaye, Gueule Tapée, Kaffrine, Kanel, Kédougou, Mamel, Mbacké, Médina, Ngor, Ouest Foire, Patte d'Oie, Pikine, Sacré-Cœur 3, Scat Urbam, Saint-Louis, Thilogne et Yara. 190 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 44 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 11 décès ont été enregistrés ce dimanche 17 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 23 224 cas ont été déclarés positifs, dont 19 414 guéris, 526 décédés et donc 3 283 patients sous traitement. 526 décès, 3283 patients sous traitement face à la forte progression de la pandémie. Le Comité national de gestion des épidémies s'est réuni à 13h. De nouvelles mesures sont attendues. Des observateurs qui plaident pour le durcissement des restrictions. Faudrait-il prolonger l'état d'urgence ou pas? L'Assemblée nationale n'a pas été saisie, mais comme la loi numéro 01-2021 a été votée, le président a le plein pouvoir de décréter l'urgence sanitaire, une décision qui pourra être prise à l'issue de la réunion du Comité national de gestion des épidémies. Les explications du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Aymé-Rounning. Jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas connaissance d'une saisine du gouvernement, du président de la République, pour demander la prorogation de l'état d'urgence qui a été donc décrété depuis le 6 janvier. Donc au moment où je vous parle, l'Assemblée nationale n'a pas été saisie pour justement proroger l'état d'urgence qui a été décrété dans le cadre véritablement de la loi, comme vous connaissez, de la loi 69. Mais écoutez, nous avons voté la loi que nous avons numérotée, la loi 01-2021, qui donc permet aujourd'hui au président de la République de décréter l'urgence sanitaire. Je crois que compte tenu justement des délais qui ont couru, le président de la République a la possibilité aujourd'hui de décréter l'urgence sanitaire.
Alors, je pense que tout ceci devrait se clarifier après la réunion que le président de la République doit tenir avec le Comité national de gestion des épidémies. Et de mon point de vue, c'est cette réunion qui déterminera justement l'attitude, en tout cas les décisions importantes que le président de la République devra prendre en vertu justement de la loi 01/2021. Prolongation de l'état d'urgence. Certains Sénégalais se sont exprimés. Sont-ils pour ou contre? Voici le reportage de Ismaël Marcel Kouli. Face à la recrudescence des cas de Covid à Dakar et à Thiès, certains de nos compatriotes sont pour la prolongation du couvre-feu pour le bien-être des populations. Moi j'ai perdu mon beau-frère qui est mort de ça. C'est pour ça que je suis pour, parce qu'il ne faut pas prendre de risques. Je suis pour dans la mesure où la maladie sévit actuellement pour nous prémunir de la maladie. On a besoin de ça, de limiter les déplacements et de faire coucher les gens très tôt, de rester à la maison surtout. Si la situation l'exige, moi je suis pour. Parce que cette maladie-là, c'est une maladie qui est là, qui est en train de tuer les gens. On ne sait pas comment la soigner, on ne sait pas comment l'aborder. Donc mieux vaut prendre ses précautions par soi-même d'abord et ensuite respecter les consignes données, c'est-à-dire l'état d'urgence, le couvre-feu, oui, c'est nécessaire. Oui. Si c'est nécessaire, je pense que la mesure devrait s'avérer nécessaire. Prolonger le couvre-feu parce que la situation est devenue grave. D'autres, par contre, ne voient pas la pertinence de la prolongation du couvre-feu. C'est le cas de Maguette Ngom, pour qui le virus circule aussi bien le jour que la nuit. Pour la prolongation du couvre-feu, moi, je suis pas d'accord. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse faire un couvre-feu durant cette période où les bus sont bondés, vous voyez. Les marchés sont ouverts, les grandes surfaces sont ouvertes, il n'y a pas les mesures édictées et on fait un couvre-feu la nuit. Ça sert à quoi? Je pense que si on doit faire un couvre-feu, il faut faire une réduction des clients à bord des bus, comme on faisait au début. Il y avait des mesures dans les marchés, dans les grandes surfaces et tout, mais cette fois-ci, le président a dit qu'on doit vivre en présence du virus. En attendant la décision du chef de l'État, le virus continue sa propagation dans les différentes localités du pays. Ismaël Marcel Kouli, toujours dans la lutte contre la pandémie. La Team Europe, Commission européenne, États membres de l'Union européenne et Banque européenne d'investissement, a annoncé lundi avoir octroyé un appui de plus de 556 milliards 750 millions de francs CFA, 850 millions d'euros en faveur de l'initiative mondiale COVAX. COVAX a pour objectif d'accorder à des millions de personnes dans 92 pays d'Afrique, d'Asie, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que dans les pays du voisinage oriental et méridional de l'Europe, un accès équitable à un vaccin efficace contre la Covid-19. Il ajoute que la Team Europe poursuit ainsi son engagement en vue d'accélérer les efforts déployés au niveau mondial pour maîtriser la pandémie en assurant la distribution à grande échelle d'un vaccin efficace. Cet appui garantira que les populations à haut risque ou vulnérables ainsi que les professionnels de la santé en première ligne dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires auront accès à des vaccins sûrs et efficaces contre la Covid-19, nous dit APS. Lutte contre la pandémie, toujours la prise en charge à domicile. Certains Dakarois disent niet à cette décision. Chez la famille Fall à Grand Dakar, ils disent que toutes les conditions ne sont pas réunies pour cela. Reportage Audi Pinkilan. Nous sommes chez les Fall à Grand Dakar. 10 heures, c'est l'heure du petit déjeuner. Tout le monde à table. Dans cette famille, il est difficile de respecter les mesures barrières. Nous sommes 12 personnes dans la maison pour seulement 4 chambres. Et si un membre de la famille est contaminé, cela risque de se propager rapidement. Ce monsieur est l'aîné de la famille Fall. Selon lui, la prise en charge à domicile est impossible dans ces conditions. À Dakar, les maisons sont trop étroites. Il arrive même que 5 personnes partagent la même chambre. La prise en charge à domicile dans ces conditions n'est pas souhaitable. À l'image de la famille Fall, beaucoup de ménages vivent la même situation et remettent en cause la prise en charge à domicile.
Odile Minkelan, prise en charge à domicile des malades de Covid-19. Cette stratégie, selon les autorités, a contribué sensiblement au désengorgement des structures hospitalières. Cependant, elle peut être source de propagation à cause de la promiscuité dans les habitations. C'est pourquoi le docteur Souleymane Lo, sociologue, préconise qu'on revienne au protocole de départ, c'est-à-dire interner les malades dans les lieux adéquats. Nous l'écoutons, il est joint par Josette Kali. Dans le contexte sénégalais, c'est quelque chose qui est évidemment très difficile. Et à la limite, c'est source même de contamination, en tout cas de cas communautaires comme ça se constate actuellement. Parce que le fait de prendre en charge les malades donc de la Covid-19 à partir donc de leur maison, de leur domicile, ne fait qu'augmenter davantage donc les cas de contamination, de contact, parce que d'abord, vu la promiscuité donc des lieux d'habitation, au regard également du comportement des populations vis-à-vis d'un malade à qui il faut rendre donc visite dans certaines conditions, culturellement parlant, ça ne facilite pas le fait de vouloir lutter contre donc la maladie en optant donc en prenant donc cette option comme solution donc de lutte. Alors ce que je préconise, c'est ce qui a été admis au départ. Le protocole sanitaire, il faut le respecter une bonne fois pour tout. Parce qu'on ne peut pas faire donc les choses d'une manière ou d'une autre en optant pour un relâchement, parce que ça c'est de l'irresponsabilité d'une certaine manière de l'État vis-à-vis donc de la gestion. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les malades soient internés quelque part dans des lieux isolés, comme ça se faisait au départ. Maintenant, y a-t-il donc des moyens à déployer, mais ça vaut la peine que de vouloir un peu gérer de façon irresponsable cette maladie en confinant donc les gens chez eux. Ça, je pense que ce n'est pas la solution. Il faut qu'on retourne donc à la solution donc de départ, l'isolement complet des malades donc dans des lieux en tout cas appropriés pour pouvoir faire le suivi nécessaire. Ça, c'est un. Mais également revenir au protocole sanitaire concernant les enterrements. Aujourd'hui, quand quelqu'un est mort en tout cas de la Covid, on le donne donc à ses parents, etc. Et c'est à eux maintenant de procéder à l'enterrement. Pratiquement, ce protocole a été délaissé, alors que la Covid continue à faire donc des ravages. Toujours dans la lutte contre la pandémie, avec ces décisions de fermer les marchés de Pikine et de Rufisque à partir de 17h du lundi au samedi, fermeture totale les dimanches. La session Pikine de l'UNACOIS Diapo déchire ces arrêtés qui risquent d'accentuer la souffrance des commerçants. Le président du département de Pikine de l'UNACOIS Diapo parle d'un manque à gagner estimé à des milliards de francs CFA. Il demande à ce que ces mesures soient revisitées. Écoutons Hassan Khan, ou Hassan K. Il est aussi le chargé de communication de UNACOIS Diapo au niveau national. Il est avec Babacar Samb. Cet arrêté, on l'a reçu de plein fouet. On n'a pas réellement été associé à une prise de décision concernant ces mesures. Et je dirais violemment par rapport à cette crise économique, je pense que les commerçants vont souffrir parce qu'arrêter le travail dans les marchés à partir de 17h et vraiment de mettre à genoux le système économique du commerce. Par ailleurs, par rapport à la sensibilisation, les commerçants sont informés et vraiment ils l'ont très mal pris, demandant par exemple que ces mesures soient révisées dans leur application, parce que 17h est un peu tôt pour vraiment quitter les lieux de travail. Surtout, je ne dirais même pas dans ce contexte de pandémie, mais surtout dans cette situation de crise économique qui vraiment est en train de croître. Maintenant, par rapport à l'article 3 de cet arrêté, où on parle de sanctions, de punitions par rapport à une éventuelle violation de ces mesures, moi j'aimerais interpeller pour qu'on nous dise si, par exemple, les marchés ferment les dimanches, et que les gens habilités, les personnes habilitées à faire le nettoyage des marchés ne s'y appliquent pas, quelles seraient vraiment les mesures et décisions qui seront prises par les autorités, parce que des sanctions devraient s'appliquer de différents côtés des acteurs, aussi bien des commerçants qui ne respecteraient pas peut-être les mesures, mais également des autorités locales qui ne s'assument pas à faire le travail nécessaire pour améliorer la salubrité dans l'espace des marchés. On ne peut pas vraiment communiquer de façon réelle sur les pertes, mais on peut quand même
les estimer à hauteur de milliards par semaine. Lutte contre le coronavirus dans les établissements scolaires, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal est contre la fermeture des établissements scolaires agitée par certains acteurs de l'école. Pour le président de la FENAPES, le mieux c'est de respecter de manière scrupuleuse les mesures barrières dans les établissements scolaires et le corps enseignant doit donner le bon exemple. Bakary Badiane est joint par Mamdiara da Silva. Je dis qu'il est impossible, je dis bien, de penser à une fermeture des classes des établissements scolaires en ce moment. Ce qu'il faut, c'est respecter scrupuleusement les mesures barrières. Les parents d'élèves sont invités à apporter leur concours pour demander aux enfants de mettre les masques et même eux pour fournir les masques. Alors, ce que nous ne pouvons pas comprendre, c'est ce qui explique cette fermeture des classes en ce moment. Ce que nous demandons, c'est qu'on applique strictement les mesures barrières, que la distanciation soit respectée dans les classes, que les récréations soient respectées, que l'on évite l'attroupement des élèves. Les parents d'élèves ne sont pas encore d'accord pour une certaine fermeture des classes après le moment. Mais Monsieur Badiane, c'est ce respect justement qui pose problème dans les établissements. Les mesures ne sont pas respectées par le peuple sénégalais. Vous les voyez, vous les rencontrez dans la rue, on met le masque. On continue à boire le thé autour de je ne sais, personne ne respecte. Il en va de même dans les salles de classe. Même les enseignants, vous les voyez, ils ne pas le masque, n'est-ce pas? Mais nous pensons que c'est là qu'il faut insister, que les mesures barrières soient respectées par tout le monde. Parlons de tout à fait autre chose. Campagne de commercialisation arachidière. La Sonacos de Ziguinchor accélère la cadence. 3900 tonnes, c'est la quantité de graines collectées par l'usine. Le DG de la Sonacos en visite ce matin dans l'usine se dit rassuré par le rythme de la collecte. Modou Diane Fada parle de redynamisation des équipes de collecte. Il est avec Ignace Ndeye. Que nous déchargeons plus de 15 camions, entre 15 et 20 camions parfois par jour au niveau de Ziguinchor, ce qui est un rythme assez correct. Bien entendu, maintenant c'est l'affluence. Les gens maintenant ont compris qu'ils doivent vendre leurs graines à la Sonacos. Et je crois que toutes les graines de la partie sud du Sénégal risquent de venir soit à Ziguinchor, soit aussi à Kolda. Au tout début de la campagne, il y avait des inquiétudes par rapport en tout cas à cette campagne au niveau des travailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ces inquiétudes ont complètement été dissipées? En tout cas, sont en train d'être dissipées, les inquiétudes. En tout cas, aujourd'hui, je suis plus rassuré. Parce que à pareille date, pour vous donner un exemple, l'année dernière, pendant toute la campagne, Ziguinchor n'a récolté que 3900 tonnes pendant toute la campagne. Aujourd'hui, à 15 jours de campagne, nous avons 3900 tonnes. Et il reste encore des semaines et des semaines de campagne. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes plus rassurés. Les inquiétudes sont en train de disparaître. Prions pour que le rythme soit maintenu, les efforts soient maintenus. En tout cas, l'objectif de la tournée, c'est d'encourager le personnel, d'encourager nos équipes pour aller de l'avant, pour continuer aussi la discussion avec les opérateurs, pour davantage les sensibiliser et les amener à déposer leurs graines. Globalement, à ce jour, nous sommes à plus de 30 000 tonnes collectées. 30 000 tonnes collectées, c'est un tonnage important. Et ça, c'est 30 000 tonnes de graines coques. Et en dehors de ces 30 000 tonnes de graines coques, nous avons aussi acheté 10 000 tonnes de graines décortiquées. Si vous convertissez les 10 000 tonnes de graines décortiquées en graines coques, avec un taux de rendement de 60%, vous vous retrouvez après avec 16 000 tonnes de graines coques. Largement mieux que la campagne 2019 et encore mieux que celle de 2018. Donc nous pensons que les choses se présentent assez bien pour le moment. Les douanes sénégalaises ont annoncé avoir saisi 634 kilos de chanvre indien et de faux médicaments dans les zones de Koungheul et de Mbour. Le produit était conditionné dans 241 sachets et dissimulé dans une cachette aménagée. Les services des douanes n'ont pas par ailleurs annoncé qu'au courant du week-end, les unités douanières maritimes ont procédé à des opérations de ratissage sur le long du littoral et dans les îles du Saloum. Ces opérations ont permis la saisie par la brigade maritime de Mbour de 152 kilos de chanvre indien à hauteur de Cœur Bala, nous dit l'APS. Voilà, à 18h24, ou plutôt à 18h21, venons-en à la page économie avec Rapsaïd Manouane.
Bonjour. Le secrétaire général de l'Union nationale de la pêche artisanale du Sénégal, après avoir tiré le bilan 2020 du secteur durement éprouvé par le Covid-19, revient sur leurs principales recommandations. Moustapha Dieng. L'année 2020 a été une année particulièrement difficile pour le secteur de la pêche, avec la raréfaction du poisson, ce qui a amené une organisation aussi importante que l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal a programmé une marche sur la place de la Nation, une marche malheureusement refusée par le préfet, qui a été remplacée immédiatement par une grève de 3 jours, pendant lesquels aucune pirogue de Saint-Louis jusqu'à Kafountine n'est allée en mer. C'est donc dire que nous nous acheminons dans une année 2021 où l'État a la responsabilité de satisfaire des questions aussi importantes, la gestion de la ressource. Et aujourd'hui, les pêcheurs considèrent que la gestion de la ressource doit passer inéluctablement par la dénonciation des accords de partenariat de pêche avec l'Union européenne, mais aussi par la publication et l'audit de tout le pavillon Sénégal, mais également par l'évaluation de la politique de subvention des moteurs de pêche, des moteurs hors bord, ainsi que l'aménagement de complexes frigorifiques. La pêche est un secteur très important et l'État a l'obligation de rassurer les professionnels de la pêche. Ce secteur aujourd'hui est également menacé par l'exploitation offshore du pétrole. L'État a l'obligation de rassurer les pêcheurs en rationalisant l'exploitation du pétrole et du gaz. Moustapha Dieng se prononce également sur le projet de construction de pirogues en fibre de verre et ses conséquences. Nous considérons qu'il se pose le problème de la reconversion des charpentiers. La fabrication des pirogues est un domaine dans lequel le Sénégal a toujours été autosuffisant. On ne peut pas donc aujourd'hui, en 2021, compter sur la France, sur CFAO Sénégal, pour nous faire des pirogues et mettre tous nos charpentiers au chômage. Si on doit faire des pirogues en fibre de verre, c'est aux charpentiers d'être formés dans ce domaine pour continuer le travail qu'ils ont toujours fait. Et remplacer les pirogues en bois par les pirogues en fibre de verre ne veut pas dire en une seule année jeter 20 000 pirogues à la mer. L'État doit assurer la fourniture des pêcheurs et des charpentiers en bois pour réfectionner les pirogues qui sont encore opérationnelles jusqu'à la mise en application correcte de la politique de subvention des moteurs. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. Aïssatou Gueiba. La flambée des cas de contamination liés au coronavirus, 11 décès recensés en 24 heures et 196 nouvelles contaminations. D'ailleurs, le Comité national de gestion des épidémies s'est réuni ce matin. De nouvelles mesures attendues pour freiner la chaîne de propagation. Le chef de l'État devrait-il prolonger ou pas l'état d'urgence? L'Assemblée nationale n'a pas été saisie. La loi 01-2021 lui en donne le plein pouvoir, martèle Amérouning. Vous avez également suivi le reportage de Ismaël Marcel Colli, les Sénégalais qui se prononcent sur cette situation. En tout cas, pour lutter contre la pandémie, l'initiative COVAX est largement soutenue par la Team Europe, un appui financier de plus de 556 milliards 750 millions de francs CFA déjà octroyés pour lutter contre la maladie. Fermeture des marchés de Pikine et de Rufisque à partir de 17h. La session Pikine de l'UNACOIS Diapo déchire ces arrêtés qui risquent d'impacter ou d'accentuer sur la souffrance des commerçants. Et puis 634 kilos de chanvre indien et de faux médicaments ont été saisis dans les zones de Koungheul et de Mbour. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alun Badara Sosé qui en a assuré la mise en onde à 21h. Retrouvez Adam Dion pour la prochaine édition en Wolof, bien entendu. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Sen Radio. Mais restez juste pour un moment la rediffusion ou la rubrique Sud Nutrition avec le docteur Bintou Chersek et Marie-Rosaline Diaye.